Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il y a pire peut-être que la corruption, c'est le sentiment qu'il n'a jamais rien aimé, qu'il n'a été fidèle à personne, qu'il a trahi les rois, l'Église, la Révolution, l'Empire, la Restauration, qu'il a changé de camp comme on change de veste, mais toujours au bon moment, pour reprendre la chanson de Jacques Dutronc. Mais là encore, il répond par une phrase terrible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est forte cette phrase, je n'ai jamais abandonné un régime avant qu'il ne se soit abandonné lui-même. Cette maxime, répétée, martelée, est au cœur de sa légende noire, parce qu'elle dit tout et elle inverse tout. Elle transforme la trahison en lucidité, la déloyauté en clairvoyance, l'opportunisme en survie. Et c'est là, certainement, que réside le mystère Talleyrand. Dans cette capacité à faire le mal sans jamais paraître en être l'auteur. Dans cette manière de rester impassible, calme, poli pendant que les régimes s'effondrent, dans cette élégance du crime politique, jamais grossier, jamais violent, toujours souriant. Balzac va dire de lui, Talleyrand c'est le dernier des grands seigneurs, il a traversé la tempête comme un navire doré. Victor Hugo, plus cruel, racontera qu'à sa mort, son cerveau, j'ai commencé par là, cet organe qui avait menti, trompé, vendu, conseillé 20 rois, fut jeté dans les égouts par un domestique distrait. Comme si l'histoire, elle aussi, voulait se débarrasser du personnage. Mais ce geste, aussi brutal soit-il, n'efface rien. Parce que Talleyrand a laissé une empreinte. Il a bâti une fortune, oui c'est vrai, mais aussi une méthode, une manière de faire de la politique comme on joue aux échecs, avec distance, ironie et cruauté. Une manière de survivre à tous les naufrages. Et cette légende noire, loin de le détruire, en fait, l'a rendu immortel. On peut mépriser Talleyrand, on peut le détester, mais on ne peut pas l'ignorer. Je voudrais revenir un instant sur sa manière d'être, sur le paraître de Talleyrand. Vous savez, il y a cette... Alors, est-ce vrai, est-ce une légende urbaine ? J'ai trouvé les deux, donc je vais vous la donner quand même. C'était au cours d'un dîner, et d'ailleurs, dans mon roman préféré, Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas reprend cette histoire en l'adaptant et en la mettant dans la bouche, enfin dans l'histoire de Monte Cristo. Mais c'est de Talleyrand qu'il s'agit. Il reçoit dans un dîner important des ambassadeurs, etc., des princes. Bon. Et il fait venir une lamproie, un poisson très très difficile à attraper, et quand vous avez une lamproie à l'époque, c'est très compliqué parce que ça ne voyage pas, et le poisson ne voyage pas, vous vous en doutez, et la lamproie n'existe pas en France, il n'y en a qu'en Italie, dans certains endroits, et pas ailleurs. Donc c'est très compliqué de manger de la lamproie. Et donc, au dîner, il y a de la lamproie, et arrivent deux serviteurs qui portent un énorme plateau dans lequel nage une lamproie vivante. Et donc il la fait rapporter. Donc les convives s'ébobissent, extraordinaire, fantastique, mais comment ? Mais enfin, imaginez, depuis l'Italie, comment avez-vous pu, etc., etc. Et Talleyrand fait un croche-pied à l'un des deux serviteurs, et donc il trébuche, tombe, et la lamproie s'écrase par terre, donc va mourir dans un coin, etc. Tout le monde horrifié, comment ? Mais qu'à cela ne tienne, dit Talleyrand, et il tape dans ses mains, et une deuxième lamproie arrive. Évidemment, tout ça est orchestré, tout ça est préparé, c'est un extraordinaire metteur en scène. C'est Talleyrand, tout Talleyrand est là. Et chez lui, il y a aussi un paradoxe constant. L'homme du silence, du secret, de la parole mesurée toujours. Dans sa vie privée, paradoxalement, sa vie est traversée d'éclats, de passion, de chuchotements. Parmi tous ces échos, les femmes tiennent une place particulière. Là encore, Guitry va s'en faire l'écho. Non pas les femmes au sens abstrait, mais des figures concrètes, marquantes, qui ont gravité autour de lui comme des planètes autour un astre froid. Parce que si Talleyrand a été un animal politique hors pair, je pense que vous l'avez compris, il a aussi été, on l'oublie trop souvent, un homme de chair, un homme de plaisir, de goût, de séduction, parfois même de dépendance active et affective. Mais jamais de naïveté. Ça, il a ça avec Napoléon aussi. On raconte que dès son adolescence, Talleyrand, déjà handicapé du pied depuis toujours, compense cette faiblesse physique par une forme d'élégance lascive. Il cultive sa voix, ses gestes,
son regard. Il apprend l'art de séduire sans jamais se compromettre. Très tôt, il est initié au plaisir galant dans les salons libertins du XVIIIe siècle qui se terminent, et ce goût ne le quittera jamais. J'adore cette époque aussi pour ça. Talleyrand n'est pas un débauché à la manière de Mirabeau, par exemple, ou de Fouché. Il ne consomme pas, il sélectionne, il choisit, il s'attache, parfois pour longtemps. Vous avez la différence entre les deux personnages, Fouché et Talleyrand, dans ce merveilleux film qui d'abord est une pièce de théâtre, mais ce merveilleux film qui s'appelle Le Souper, où vous avez deux acteurs phénoménaux, stratosphériques, que sont Claude Rich et Claude Brasseur, dans une scène extraordinaire qui est quasiment un huis clos, où ces deux-là dînent en 1814 au moment du retour de Louis XVIII. C'est exceptionnel, un moment très fort, un texte remarquablement écrit que je vous conseille de regarder. Qui est, pour moi, un des plus grands films français, qu'on sait faire de mieux en France dans les films historiques. Et vous avez là la différence justement entre les deux, entre celui qui est précieux et celui qui ne l'est pas. Il cherche non pas la beauté, mais surtout l'intelligence élégante. Il cherche la conversation, il cherche le raffinement. Chez lui, la femme est à la fois objet de désir et une alliée politique, toujours liée l'utile à l'agréable, bien sûr. S'il faut nommer la femme de sa vie, certainement c'est Dorothée de Courlande, duchesse de Dinaud. C'est sa nièce par alliance, et sans doute bien plus que ça, vous avez compris. Il entre dans sa vie au moment de la Restauration, quand il est déjà âgé, mais encore au sommet de son influence. C'est d'ailleurs elle, dans le film dont je vous parlais il y a un instant, Le Souper, il parle de sa nièce, il doit aller lui dire bonsoir. Et Fouché sait très bien et lui fait a un clin d'œil évidemment pour lui expliquer, lui faire comprendre qu'il comprend justement. Cette femme est jeune, cultivée, vive, brillante. Elle devient sa secrétaire, sa conseillère, son hôtesse, sa confidente. Elle gère ses papiers, ses voyages, ses salons. Et pendant près de 20 ans, elle est tout simplement son alter ego féminin. Alors ont-ils été amants ? Les historiens sont partagés, rien n'est prouvé, tout étant suggéré, c'est pas facile, mais leur correspondance, leur intimité intellectuelle, leur exclusivité affective ne laisse quand même pas beaucoup de doute. Elle l'appelle Monseigneur, il l'appelle ma chère enfant. Elle écrit dans son journal « Je l'écoute parler comme on écouterait un dieu las ». Et jusqu'au bout, elle va rester à ses côtés. C'est elle qui l'accompagne à Londres en 1830. C'est elle qui l'aide à rédiger ses mémoires. C'est encore elle qui va organiser ses obsèques. On a souvent dit qu'elle ne croyait qu'en lui-même, mais en elle, il a cru aussi, jusqu'au bout. Et pourtant, incroyable, mais Talleyrand a été marié à une femme qui symbolise tout ce qu'il détestait. Madame Grand, belle créole d'Île-de-France, veuve d'un homme d'affaires anglais, Louise Grand, est d'une beauté rare, mais d'une frivolité célèbre. Talleyrand, c'est sous la pression de Napoléon qu'il l'épouse en 1802. Pourquoi ? Tout simplement parce que Bonaparte, obsédé par l'ordre moral, ne voulait pas d'un ministre célibataire cohabitant avec une maîtresse. Donc il impose à Talleyrand un mariage, autant pour faire taire les rumeurs que pour donner l'exemple. Et Talleyrand s'exécute, mais alors sans illusion. Un jour il dira « J'ai fait là un contrat d'indifférence ». Et de fait, ils vont vivre séparés très rapidement. Elle dépensera sans compter, il détournera les yeux puisqu'il a de toute façon de l'argent sans compter. Leur union est une façade, un véritable théâtre. Mais ce mariage illustre bien quand même le rapport de Talleyrand avec les conventions. Il respecte les conventions en apparence pour mieux les contourner en pratique. Au-delà des passions et des convenances, Talleyrand a toujours su utiliser l'influence féminine dans le jeu politique. À une époque où les salons étaient des laboratoires diplomatiques, très tôt il comprend que les femmes jouent un rôle clé. Il fréquente les grandes salonnières, si j'ose dire, Madame de Staël, Madame Récamier, Madame de Souza. Il les écoute, pas Linda, il les écoute, les flatte, les informe, il les instrumentalise, on peut rigoler. Chez lui, le salon n'est pas une distraction, c'est une extension du ministère.
On y teste des idées, on y place des rumeurs, on y forge des alliances. On n'est pas dans ce film que j'aime beaucoup aussi, avec Jean Rochefort, qui évidemment, je ne me souviens plus du titre, bien sûr, mais où on joue dans les salons avec des jeux de mots, etc., etc. Je me souviens plus du titre, mais ça va me revenir au fil de l'émission. On n'est pas dans l'amusement, il faut que ça serve à quelque chose. La parole féminine dans ce monde, encore très masculin quand même, est une arme douce et redoutablement efficace. Et Talleyrand, plus qu'aucun autre, en fait usage. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.